La gouvernance mondiale. Le monde est devenu un village. Les frontières ne permettent pas d'arrêter les virus, on a donc créé l'Organisation mondiale de la santé. Ni les flux financiers, on a donc créé le Fonds monétaire international. Avec ces institutions, on tente d'organiser le monde. On appelle ça la gouvernance mondiale. It is a big idea, a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver de Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Oh Seigneur, sauve-nous. 2020. And the title of this session, are we ready for a new world order? We often hear leaders talking about a new world order. And for most of us, when somebody speaks about a new world order, we visualize a better world, a world where we live a much more prosperous life, free of oppression and the like. But actually, the idea of a new world order is not new. It is very old. Basically, it is about having a world government. We should abolish all states, all nations, all borders, but instead have only one world government. And that world government is to be by certain people, elites, people who are very rich, very intelligent, very powerful in many ways. They are the ones who will govern the world. There was not much talk about democracy or choice of leaders. Instead, there was to be a government by these elites who will impose their rules on everyone in this world. And for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. He can move world financial markets simply by voicing an opinion, or destabilize a government by buying and selling its currency. He also pledged more aid last year to help people in Russia than the U.S. government did. But now George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams and that the world needs to be protected from people like George Soros. Last 2 years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. The French finance minister talked about hanging speculators from lampposts. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. In Eastern Europe, he's educated a new generation. And in Ukraine, he spent millions retraining the old Soviet military. At the center of George Soros, there's an inherent contradiction. Which is?
Which is, on one hand, you're the capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? Recognizing that as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning. A Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Soros told us he believes God was created by man, not the other way around, which may be why he thinks he can smooth out the world's imperfections. When we went with him to Ukraine, he was treated like a visiting head of state and was received by the president. Then he was received by the prime minister and finally the central bank. 20% in cash. They even allowed him to look at the books and asked him for advice. Lots of people want George Soros' advice. Most recently, South African President Nelson Mandela. Actually, President Mandela asked me, how could South Africa protect itself against speculators like you? And I told him, I wrote him a memo, trying to give him the best advice I could, how to reduce the exposure of South Africa to speculative attack. That's the old stop me before I kill again approach, right? Well, you're telling this is what you can do to stop me. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Part of the reason he is so rich is that the Soros hedge funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. So even while Soros tells Congress and the Treasury that hedge funds must be regulated to stop the global crisis, he's avoiding the rules. Why is it that
that Americans can't invest in the quantum fund. It's an offshore fund. Why is that? Because the fund is not registered with the Securities and Exchange Commission. We are not licensed to do business in the United States. That's right. Because? Because we are not registered with the Securities and Exchange Commission. Because we find it more convenient to operate without it. So in some ways it's to escape regulation. Yeah, that's right. But you've been sitting here talking about the need for regulation. Yes, and whatever regulations are imposed, we will obey. We already conform to everything. George Soros, in a way, is Donald Trump without the humility. One of your money managers told us that George really does think he's a god. I mean, if you think that you're God and you go into financial markets, you're bound to come out broke. So the fact that I'm not broke shows that I don't believe that I'm God. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours, tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles, contre le Gaucho et le Régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite, qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit, oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Papers and lists of people with offshore holdings has come about because of the Society of Investigative Journalists. But what's not been said this morning, and I think is relevant, is that the funding of these investigations came from one George Soros. Now, I say this at a time, I'm going to come back to so what, and it may have some personal interest for you as well. I say this at a time when the use of money and the influence it may have had on the Brexit result or the Trump election has reached a level of virtual hysteria. Just last week, the Electoral Commission in the UK launched an investigation to find out whether the Leave campaign took offshore money or Russian money. This came about as a result of questions asked in the House of Commons by one Ben Bradshaw, somebody linked to an organisation called Open Society. I just wonder, when we're talking about offshore money, when we're talking about political subversion, when we're talking about collusion, I wonder whether we're looking in the wrong place. And I say that because George Soros recently gave Open Society, his organisation, which of course campaigns for free movement of peoples and supports supranational structures like the European Union, he recently gave it $18 billion. And his influence here and in Brussels is truly extraordinary. Open Society boast that they had 42 meetings last year with the European Commission. They've even published a book of reliable friends in the European Parliament, and there are 226 names on that list, including yours, sir. I thought you'd find this interesting. We even had last week Mr. Verhofstadt lobbying on behalf of Mr. Soros at the Conference of Presidents in a battle that is going on with Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary. If we're going to have a debate and we're going to talk about full political and financial transparency, well, let's do it. So I should be writing today to all 226 of you, asking some pretty fair questions. Have you ever received funds, directly or indirectly, from Open Society? How many of their events have you attended? Could you please give us a list of the meetings of all the representatives, including George Soros yourself? And I think this Parliament should now set up a special committee to look into all of this. And I say that because I fear we could be looking at the biggest level of international political collusion
in history. We have been fighting Putin for the last 8 years, and we had 3 revolutions in our country when we did not agree with what was going on with the direction of where we're moving in. But right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries. We knew that we are the shield for the Europe. En 2009, c'est Jacques Attali qui publiait un livre qui s'appelle La crise et après, livre dans lequel il consacrait donc 2 pages à une pandémie incontrôlable. Il présageait que des pandémies beaucoup plus sévères, alors que la grippe H1N1 dont on parlait à l'époque était possible, porteuse de plus terribles menaces encore. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Et il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Difficile à prévoir. Si j'avais à faire un pronostic aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen va être élue au mois de mai prochain. Vous êtes le premier à le dire aussi clairement. Épidémie. Intéressant. Par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et des espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. On prendra des mesures planétaires de cantonnement. Ah tiens, c'était pas le mot confinement, mais cantonnement. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie. C'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, et donc à terme un pouvoir planétaire. Ah tiens donc, un pouvoir planétaire naissant d'une épidémie et de l'instauration d'une police mondiale. Ah tiens, page 211, vous parlez de la thérapie génique. Dès 1998. Panique, moteur du marché et de la démocratie. La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé, laissé pour compte, n'est pas un dérèglement de la civilisation occidentale, mais sa substance même. Quel visionnaire! Ah tiens, l'article prévention est très intéressant. Le premier risque contre lequel on continuera à vouloir se prémunir est la maladie. Ah tiens donc. La prévention envahira toute l'existence. Ah, j'aime beaucoup l'article République. Reste surtout à inventer une république sans territoire, hors les murs, diasporique. Tiens, revenu. Toute personne aura peut-être un jour droit à un revenu décent payé par l'État, indépendamment de toute activité. Le revenu universel. Oh! Ah tiens, page 311. Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh, bah ça alors, comment avez-vous pu écrire un livre dans lequel vous parlez d'un virus lié au nomadisme qui permettra l'instauration d'une police mondiale, d'un gouvernement mondial, de thérapie génique, de nanotechnologie? Elles sont là, les preuves. Elles sont là. Elles sont là. Si vous voulez qu'on parle de ce qu'on vit là aujourd'hui, moi je ne veux pas, sur tout ce qui est plan Covid et tout ça, je ne suis pas spécialiste, ok. Je vois qu'il y a des gens qui meurent et je me souviens d'un dîner en 87 ou 88. Chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. Chez monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai cru que c'était un joke. Ben, vous avez vu le joke où on est?
80% de la population. Et puis j'ai découvert, là je ne le savais pas, qu'en 1977, il avait donné une interview, qui a fait un livre, j'ai oublié le nom de l'intervieweur, où il dit qu'effectivement, il faudra à un moment, il y a trop de population sur Terre, donc il faudra à un moment trouver une solution ou un vaccin, dit-il, 77, qui aidera, et les faibles, les innocents, en demanderont et iront à l'abattoir. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans cet esprit. Je ne l'ai pas par cœur, parce que je n'apprends pas les choses par cœur de ce genre. Voilà, donc on était en 77, et moi je l'ai entendu à des dîners en 88, 87, 88. Donc, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est programmé depuis très très longtemps. Ce que j'avais remarqué dans toute cette période, auprès de ces hommes de pouvoir politique, surtout politique, ils n'ont en fait aucun respect pour le peuple, aucune empathie. Regardez, vous vous rappelez Hollande et les sans-dents? Regardez, c'est... Tu viens d'une famille socialiste. Oui, mais je suis... Et lorsque tu découvres... Vous savez quoi? Socialiste, communiste, vert ou droite... Ou... Tu crois pas à cette alternance? Ils sont tous pareils. Je crois aucun. À aucun. Il faudra trouver une autre solution. Il faudra demander à Valérie Bugeaud qu'elle vous explique à nouveau. Elle a des clés. Il y a un impérialisme à l'œuvre à l'intérieur même de l'Europe. Et je lui dis, mais pourquoi on vous reproche de ne pas respecter l'état de droit? Je dis, sans doute parce que j'ai été élu 3 fois démocratiquement sans qu'il y ait de problème, et sans doute aussi pour 3 raisons. D'abord, j'ai mis dans la Constitution nos racines chrétiennes, Saint-Étienne. Ensuite, j'ai mis qu'un enfant a le droit à un père et une mère. Ça fait hurler Bruxelles. Et troisièmement, j'ai mis qu'un peuple, le peuple hongrois, a le droit de protéger sa frontière, qui se trouve être la frontière de Schengen. Voilà ce qu'on me reproche. Donc c'est extraordinaire. Et alors derrière Juncker, il y a son ami, ou plutôt son suzerain, parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment. C'est question de savoir si nous partons très prochainement vers un nouvel ordre mondial, dont on parle déjà depuis pas mal d'années. Nous voyons tout simplement à l'horizon l'émergence de ce système qui se fera donc de façon mondiale dans un futur extrêmement proche. Mais quand le monde change, l'Europe doit changer aussi. L'Europe doit être capable de bousculer ses propres dogmes. Au-devant d'une catastrophe extravagante, la question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations.
Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Tout a été dit, ou presque, sur l'interview d'Emmanuel Macron, sur le décor de son bureau, sauf un détail qui a son importance. Quand on rentre en maçonnerie, on est un peu comme ça. C'est-à-dire on est un peu comme une pierre brute. Une pierre qui a encore plein d'aspérités, plein de défauts. Et puis progressivement, en taillant sur sa pierre, c'est-à-dire en travaillant sur soi, eh ben, on va peut-être devenir une pierre un peu plus lisse, un peu plus taillée. Je me dis, peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois? Tu peux prendre le pari là-dessus? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire, mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne? Les Russes veulent envahir quoi? Non mais, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois? Tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, il n'y a pas on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux. On a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. Coucou. On connaît déjà cette... Mais... Et tu penses pas qu'il y a des gens qui viendront me dire non mais vous étiez où là? Vous étiez où pendant que aux frontières de l'Europe il y avait des hommes forts qui étaient en train de réarmer à fond? Mais vous étiez où? In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. What is also needed is a summit like this one to go beyond crisis management and to look into constructive ways we can build our common future. Founded in 1971 by Klaus Schwab, the World Economic Forum is steeped in authoritarianism and Marxist ideology. It's an ideology which is creeping into governments across the world. To quote Schwab himself when speaking about the Canadian Parliament, "We penetrate the cabinets. I know that half this cabinet, even more than half, are actually young global leaders of the World Economic Forum. It's true in Argentina, it's true in France, now with the president who is a young global leader," end quote. The World Economic Forum promotes globalist issues such as climate change, so-called systemic racism and sexism, and creating an online digital identity. Mention now names like Ms. Merkel, even Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader, but... In a now deleted video titled 8 Predictions for the World in 2030, the World Economic Forum claimed that you'll own nothing and you'll be happy, a slogan that hits the same dystopian note as work makes you free and ignorance is strength. You don't have to be a political philosopher to figure out that if you own nothing, the state owns everything. There's a word for this. It's called communism. The World Economic Forum and its affiliates shamelessly promote the abolition of private property, a central facet of Karl Marx's demented utopian ideology which led to the deaths of tens of millions of people worldwide in the 20th century. To quote Margaret Thatcher, quote, "Communism never sleeps, never changes its objectives, and nor should we." No matter how sophisticated the World Economic Forum tries to make the abolition of private property around the world sound,
The fantasies of Karl Marx always lead to the crushing of individuals' liberties and lives and the expansion of the state's tyranny and power. It is imperative that we pay close attention to the World Economic Forum and do all that we can to preserve liberty and reduce government intrusion in our lives. And if we fail to do so, the anti-democratic forces in the West will continue to march on. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui s'annonce. C'est pour cela tous ces attentats, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Pour préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. C'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouknobourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis il faisait des prières. On va documenter une très vieille émission concernant la pédophilie. Oui, c'est loin. Oui. Bon, vous n'avez pas beaucoup changé. Hein. C'est gentil, mais si. Si. Pourquoi le sujet n'est plus abordé comme vous l'avez fait à l'époque maintenant dans les médias? Moi, je pense qu'il le sera à nouveau. Je pense que Spotlight est vraiment l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Je pense franchement qu'il faut que le journalisme d'investigation se repenche sur ce genre de sujet. Je pense qu'il ne faut pas viser d'ailleurs seulement le clergé. C'est clair. Il faut pas être monomaniaque. Il n'y a pas que le clergé. Hein. Non. Il n'y a pas que le clergé, et puis il y a eu un problème... moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Organiser. Mais là, devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui, logiquement, ne sont pas fous. Je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des pédophiles? C'est l'Eldorado des pédophiles, puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moins. La loi existe. Ah, la loi existe, mais elle est peu appliquée. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais c'est ce qui est révoltant, et c'est ce qui fait que parfois, je ne sais même plus pourquoi je porte la robe noire d'avocat. Pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions. Il faut détruire ça. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soort mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. Les personnes qui avaient aussi fait l'objet d'ouverture de leur caveau et qui avaient eu leurs proches sortis de la tombe et on leur avait arraché le crâne, etc. pour avoir des totems dans les rituels sataniques, etc. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd. Daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers. Dat was het breekpunt. Kinderen. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Et je trouve ignoble
qu'à la fin, on me demande, puisque vous êtes pédophile, vous allez démissionner. Je suis resté en franc-maçonnerie pendant 24 années. J'ai écrit un certain nombre de livres. Le premier, c'est « Je servais Lucifer sans le savoir ». Et j'ai gravi toutes les échelles. Quand on est initié, on est apprenti. Je suis devenu ensuite compagnon, ensuite maître. Et j'ai eu ensuite des postes d'officier. La franc-maçonnerie est une société secrète. Hein, la preuve, si vous voulez, allez faire un tour dans n'importe quelle ville de France, vous ne trouverez pas de temple maçonnique. Par contre, vous trouverez une église, vous trouverez une mosquée facilement parce que ça se reconnaît de l'extérieur. Voilà. Donc, est-ce que c'est une religion? La franc-maçonnerie est assez ambivalente dans les définitions qu'elle donne d'elle-même et en tout cas, elle refuse le terme de religion. Mais en ce qui me concerne, je crois démontrer qu'il s'agit bien d'une religion. En fait, elle se définit comme une société philosophique, une société initiatique, mais c'est une religion. Il y a de nombreux rites, donc il y a bien existence de rites. Il n'y a pas de franc-maçonnerie sans l'existence de rites. Que la franc-maçonnerie est une religion luciférienne. Par exemple, il y a donc des planches, des textes maçonniques qui font la glorification de la transgression. Et là, je donne beaucoup de références dans mes livres. Par exemple, je donne une planche qui fait la glorification de la transgression par Adam et Ève et qui dit que le serpent est un bienfaiteur de l'humanité. Si on veut, alors je vais essayer de résumer la pensée maçonnique sur le plan luciférien. En fait, pour la franc-maçonnerie, Dieu est une sorte de dictateur, de despote qui veut garder l'homme sous la contrainte et sous l'obscurantisme, si vous voulez, alors que la franc-maçonnerie lui permet de s'affranchir du commandement divin. Et donc, toute la différence entre les deux doctrines, elle est fondamentale. Les pas se suivent sur une ligne droite. Et à un moment donné, on demande aux compagnons de faire un pas de côté. Eh bien, en fait, le pas de côté qu'il fait dans le rituel, c'est une transgression. C'est-à-dire, je sors du chemin pour chercher moi-même la vérité. Alors, c'est en cela, si vous voulez, que la franc-maçonnerie est luciférienne. Bon, il y a beaucoup d'autres aspects, notamment au 18e degré. Il y a des signes où on retrouve, par exemple, le symbole des deux bras de Baphomet, voilà. C'est-à-dire des gens comme moi, qui ont été plus hauts, expliquent qu'au 29e degré, il y a une cérémonie où on demande aux candidats de piétiner la croix, avec le pied gauche, le pied droit, etc. Et ensuite, on passe devant lui une image de Baphomet. Alors, l'image de Baphomet, je vais vous la montrer très rapidement. Elle est dessinée par Eliphas Lévy, qui est un franc-maçon et un occultiste du 19e siècle. Voilà. Donc, cette image est montrée au candidat au 29e degré et on lui demande donc de glorifier, cette créature luciférienne, satanique même. Alors, une chose qui est importante, vous parliez justement des rituels. Voilà donc l'image de Baphomet. Regardez bien, notamment la position des bras, et on voit également que ce personnage a des seins de femme et il y a symbolisé entre ses jambes un phallus en érection. On va voir cette image dans le tarot numéro 15 et le tarot du diable. On voit la position des mains, on voit qu'il a des seins de femme et un sexe d'homme. C'est la carte du diable, ça, dans le tarot. Il y a des textes maçonniques que je peux citer, qui font de l'être parfait un être androgyne, c'est-à-dire un homme et une femme en même temps. Et on va trouver là l'explication de la théorie du gender. C'est-à-dire, alors on vient nous dire que ça n'est pas une théorie, mais en fait c'est bien la pratique du gender. Voilà, du genre, celle qui permet aux personnes d'être hommes et femmes quand ils ont envie de l'être. Et moi-même, je peux témoigner que celui qui était mon parrain en franc-maçonnerie m'avait expliqué que l'être parfait, c'était justement un être androgyne. Donc, qui était en fait homme et femme.
il faut deux choses pour comprendre ce caractère luciférien. Premièrement, être assez haut dans les degrés, au minimum au grade de maître. Et ensuite, et surtout, regarder et analyser le rituel maçonnique avec les yeux de la foi chrétienne. Voilà. Si on fait ces deux choses, là on comprend ce caractère luciférien. La plupart des francs-maçons pensent que soit ils sont en train de cheminer vers la vérité, vers la connaissance avec un C majuscule, soit ils participent à la gloire de l'humanité ou au bonheur de l'humanité. Mais en fait, tout ça, c'est une façade. C'est un déguisement. Le serpent est glorifié par la franc-maçonnerie. Là, je viens de retrouver dans une note un travail maçonnique qui dit, en résumé, le travail du serpent consiste à libérer l'homme de l'asservissement du joug de la foi, dans les ténèbres de l'ignorance et à lui donner accès à la connaissance. Vous voyez, je ne l'invente pas, ça. C'est la franc-maçonnerie qui le dit. Ce bulletin officiel du Grand Orient dit en substance, nous sommes la religion de l'hérésie, nous sommes la contre-église. Et un peu plus loin, ce bulletin dit, nous devons poursuivre la destruction de l'église jusqu'à ce qu'elle termine. Qui sont ces gens-là? On connaît Newton comme physicien. En réalité, alors là aussi, je vous parle avec des références. En réalité, Newton est un occultiste et un alchimiste. Et, je veux dire, d'un très haut niveau. Voilà. Et les autres également. Et tous sont des occultistes. Et ils vont créer, donc, à partir de leur doctrine occulte, ils vont créer la franc-maçonnerie. Et pour créer la franc-maçonnerie, ils vont s'inspirer de divers fondements. On va retrouver là aussi un des motifs d'incompatibilité avec la foi. La question posée par le journaliste, c'est les Illuminati existent-ils encore aujourd'hui? Mais je peux vous confirmer qu'ils existent. Ce banquier Warburg, qui était Illuminati et franc-maçon, a déclaré en 1950 devant le Congrès américain, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. Mais la seule question qui se pose, c'est de savoir si nous obtiendrons cela par la force ou par la ruse. Et il y a le projet d'un gouvernement mondial. La franc-maçonnerie est très active et je pense pouvoir affirmer, et là je pense pas pouvoir être contredit parce que j'ai des éléments de preuve, que la plupart des politiques, des décisions politiques qui sont prises, notamment les décisions législatives, sont des décisions maçonniques. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, et un autre grand maître dont je n'ai plus le nom, pardonnez-moi, mais qui était grand maître de la Grande Loge de France, qui disent, je les paraphrase, hein, les lois que nous votons sont d'abord élaborées dans les loges. C'est eux qui le disent, ça n'est pas moi. Bon, moi je témoigne d'autres choses que j'ai vues en loge, où on voit effectivement, une réflexion politique au sein des loges qui va remonter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Hein. Les francs-maçons sont élus parlementaires, ont pour mission de porter au sein du Parlement les lois ou les opinions qui sont élaborées dans les loges. Moi, je pense pouvoir dire sans risque qu'au moins 50% de nos élus parlementaires sont francs-maçons. Je vous montre une photographie. Voilà, bien la voir. Hein. Alors, vous avez le représentant des États-Unis, le représentant de l'Angleterre, et vous avez Staline. Alors, ce geste, regardez bien le geste que le président des États-Unis fait avec les bras. Ce geste est un geste maçonnique. Alors, on sait que ce président des États-Unis et le représentant de l'Angleterre étaient tous les deux des francs-maçons. La maçonnerie est un contre-pouvoir secret qui va agir au sein du milieu politique et que cette action peut très bien renverser un pouvoir. Une transformation des lois sociétales avec le divorce, l'avortement, le mariage pour tous, etc. Et derrière toutes ces lois, on trouve l'idéologie maçonnique. J'ai compté le nombre de fois où j'ai prononcé le serment de garder le secret. En 24 ans, j'ai dû prononcer environ un demi-millier de fois ce serment. Donc c'est beaucoup. Un franc-maçon, lorsqu'il est initié apprenti, finalement, il est amené à rechercher une seule chose,
à connaître de plus en plus de secrets, etc. Mais je dis que le seul chemin pour le salut de l'âme, c'est le chemin du Christ. On est tellement manipulable. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. On est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Tac, moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on va vous propose pour vous protéger. Telle loi. Oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude, contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Who is Jesus? What has he done? And why did he do it? His Majesty Jesus reigned in heaven, but humanity was enslaved to sin. God loves people and wants them to be free. So Messiah Jesus descended to earth to fulfill the scriptures and save humanity. God's Spirit miraculously overshadowed a virgin named Mary, and she became pregnant without engaging in sexual relations. Months later, Jesus was born in a stable. Jesus is human, but he is also God. Thus he called himself the Son of God, a title meaning he was God made human. Jesus' nature is a mystery that our minds can't fully comprehend. While on earth, he performed miracles, taught with authority, and lived a life without sin. The perfect life no other human could ever live. Jesus willingly sacrificed himself as a perfect offering on our behalf. After 3 days, Jesus rose from the dead, demonstrating his victory over sin and death. Jesus ascended to heaven, never again to die. This is why he is praised with all the titles and descriptions of the Messiah given in the Torah, such as Savior, Son of God, Emmanuel, and Lamb of God. Jesus fulfilled the prophecies, endured our punishment, and saved us from sin. One day, he will return to judge all people, but his life, death, and resurrection gave us a way to be justified. The Bible reveals that we must repent and believe in Jesus as our Savior from sin to experience a loving, restored relationship with God. Would you like to accept this offer?